Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, je reçois l'auteur Simon Roy. Bonjour Simon, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très bien. Et j'ai envie de te présenter à mes auditeurs. Alors, tu es professeur de littérature au Collège Lionel Groulx. Ça fait combien de temps que tu enseignes? Depuis l'automne 92, donc plus de 2 décennies, 23 ans, je pense. Et la passion est toujours là? Oui, on est au mois d'août, j'ai hâte de recommencer. Oui, j'adore ce que je fais. Ouais, c'est pas un travail, je m'amuse, moi, à donner des cours. Et à l'automne 2014, tu as lancé ton premier ouvrage. C'est vrai. Un ouvrage qui est dur à classer. Il y a beaucoup de chroniqueurs littéraires qui essaient de le classer, même les libraires, et ça se classe pas. En fait, c'est un mélange entre l'essai et le roman. Oui. J'ai pas pensé à un genre en écrivant ce livre-là. Je sais pas si plus tard dans l'entretien, on va élaborer sur la genèse du livre, mais ça n'a pas été conçu en fonction d'être publié à la base. Fait que l'idée de le loger dans une case très définie, moi, ça me passait 10 pieds par-dessus la tête. Je pensais même pas. Mais effectivement, j'ai gagné le prix des libraires dans la catégorie roman, mais si on regarde dans le devoir, dans le palmarès, je suis dans la catégorie essai. Alors, ça appartient aux professionnels du livre de se dépêtrer avec ce problème-là. Moi, ça me concerne pas trop. Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps en tant que professeur de littérature avant de se lancer pour publier un premier ouvrage? J'ai jamais pensé écrire comme tel. Je me dis que l'establishment littéraire, l'histoire littéraire se passe très, très bien de moi, puis va continuer de le faire. Mais c'est des circonstances de la vie. C'est vraiment des étapes cruciales dans ma vie qui m'ont mené à l'écrire d'abord, puis à un moment donné à penser à l'envoyer à un éditeur, à le publier. Ouais. Et vous l'avez envoyé à M. Lévesque? Ouais. Pas dans l'idée de le publier, mais juste d'avoir un retour? Je peux élaborer sur les circonstances d'écriture. C'est qu'au début, c'est à l'époque du printemps érable, à l'automne 2012, la grève était terminée, puis on est retourné travailler. Pendant la grève, je réfléchissais beaucoup. Et au retour au travail, on avait beaucoup de temps de surveillance de rédaction au cégep. Puis je me suis mis pendant les surveillances en question. Tantôt je lisais, mais tantôt je me mettais à écrire. Puis j'écrivais sur le Shining, le fameux film de Stanley Kubrick. Et c'est un film que j'ai enseigné très souvent. Puis j'avais le goût de consigner par écrit mes idées, mes observations, les pistes d'analyse et tout ça. Et ça, c'est un peu la première étape. Et à ce stade-là, l'objectif, c'était peut-être de l'envoyer à une revue de cinéma. Mais c'était informe. Je savais pas combien de pages ça allait faire. J'écrivais sans réfléchir à la publication éventuelle. Et un bon soir de décembre est arrivé, c'est arrivé le jour, mais j'ai été mis au courant de ça, la tragédie de Sandy Hook, qui est une école à Newtown, au Connecticut, où Adam Lanza avait tué, je crois, 25 ou 26 personnes, dont la plupart étaient des enfants de première année. Ça m'a jeté à terre complètement. Et ça a été un déclencheur. Là, je me suis dit, je vais amalgamer la violence en Amérique, les infanticides de ce sujet-là, à mon sujet qui était le Shining au départ. Le lien est assez évident. Dans le Shining, c'est un père qui veut tuer sa mère et surtout son fils de 7 ans. Donc, j'ai tout de suite établi le lien. Et là, le livre, le projet est devenu un projet de livre plus précis à ce moment-là. Et c'est après, une fois que j'ai eu un certain nombre de pages que je considérais suffisant pour être contenu dans une monographie, un livre que je l'ai envoyé à Robert Lévesque. Mais comme tu disais tantôt, c'était pas dans le but immédiatement de le publier, certainement pas chez Boréal, c'est pour avoir son son de cloche à lui, étant donné que c'est un critique qui est redoutable, mais en même temps très respecté. Je me disais, si ça passe son screening test à lui, je devrais tenir quelque chose de solide. C'était comme mon barème. En bas de lui, j'aurais eu des doutes, mais si ça passait son étape, il a beaucoup aimé. Bon, pas au point de publier la première version, mais bon, il y a eu des retouches, puis l'une d'entre elles a été causée par la mort de ma mère qui s'est suicidée au moment où Robert lisait et me faisait ses rétroactions, son feedback. Ma mère s'est enlevée la vie. Puis lui-même, Robert, sans savoir cette tragédie-là, sans la connaître, m'a dit, essaie de voir s'il n'y a pas un genre essaie d'établir un fil conducteur dans ton livre. Il trouvait que c'était un peu éparpillé, comme un savant
qui perd l'objet de sa recherche en cours de recherche. Puis il me disait, essaie de trouver un fil conducteur, mais il avait présenté ça comme étant une morale esthétique ou une morale philosophique. Et là, ben, j'ai pensé à ce que venait de faire ma mère. Et puis, j'ai vu que dans ma propre cour, il y avait un hôtel Overlook puis une chambre 237. Et c'est à partir de là que là, j'ai complètement repris le sujet. Mon projet, je l'ai reconstruit complètement en créant un jeu de miroir entre la vie réelle, mais romancée, mais les tragédies de la vie réelle, il y en a 2 dans le livre, et le Shining, et comme liant entre les deux des anecdotes qui touchent comme Sandy Hook, l'école qui a été la proie d'un tireur fou. C'est devenu vraiment très personnel, cet ouvrage-là, complètement. Finalement. Ouais. Ah oui, au début, c'était désincarné, là, c'était un prof ou un intellectuel qui voulait, oui, mais que j'admire, oui, c'est vraiment une œuvre de génie. Et j'ai élagué, j'ai enlevé, parce que il y avait beaucoup plus d'éléments sur le Shining dans la version première. Puis en réécrivant le truc, j'ai laissé tomber de l'anecdote pour de l'anecdote pour aller vers quelque chose de beaucoup plus incarné et personnel. Ouais. Shining que tu as vu la première fois à l'âge de 10 ans. Faut à quand peu même près, le faire. C'est un peu jeune pour voir un film d'horreur. Trop jeune. Ben oui, mon garçon a 13 ans, puis il veut pas le voir, puis je veux pas qu'il le voie tout de suite. Ouais. Non, il y a des œuvres qu'il faut pas voir trop jeune, je pense. Et tu l'as vu une 40aine de fois au moins. Oui. Ben, je dis 42 pour faire drôle, mais ça va toujours être 42 parce que c'est un genre de symbole dans le film qui peut être attaché à l'éternité. Ouais. Et tu avais envie de rendre hommage justement à ce grand artiste-là qui est Stanley Kubrick? C'est un grand cinéaste. C'est sûr que le Shining est dans une classe, à mon avis, à part pour moi, là, mais la plupart de ces films sont de grands films, mais particulièrement le Shining, où on peut le revoir et toujours voir de nouveaux détails, des aspects qui échappent à un visionnage superficiel. Là, où, ça demeure une bonne histoire, un bon thriller, pas un thriller nécessairement, mais une bonne histoire d'horreur, d'épouvante. Mais quand on oublie l'histoire puis qu'on se met à regarder la composition de l'image, les accessoires, les détails, la mise en scène, on se rend compte du génie exceptionnel de Stanley Kubrick. Ouais, c'est un grand maître. Et on peut faire un lien entre toi et Danny, le petit garçon dans Shining. Ouais, si on veut. Ouais, des fois, j'étire un peu la sauce, là, mais la première fois où j'ai vu le film, j'étais tout petit. J'ai déjà eu une coupe de cheveux comme lui. Mais là, tous les garçons de mon âge à cette époque-là avaient pas mal la coupe que ma mère appelait la coupe René Simard. Ouais, puis bon, j'ai pas de don, mais comme un peu tout le monde, on remarque parfois des synchronicités ou des détails amusants de la vie. Puis moi, je suis assez sensible à ça. Notamment, je me souviens plus à quel chapitre, mais je raconte une anecdote qui est réelle, où moi et une amie allemande, on s'amusait dans un bar en Angleterre à deviner la prochaine chanson qu'elle allait jouer, et à 4 reprises, on est tombé pile dessus c'était inquiétant. Oui, c'est ça, ouais. C'est troublant. Ouais. Un sens ouais, plus développé peut-être que la normale. Je sais pas, c'est probablement une coïncidence, là, mais on l'a refait la semaine suivante, et la première chanson qu'on s'est amusé à deviner, on l'a eu encore, on a arrêté ça à tout jamais, on touche pas à ça. Ça fait peur. Ouais. Mais je prends ça avec un grain de sel, là, je m'en fais pas à croire. Là. C'est un jeu puis ça a marché cette fois-là, mais je leur ferais que ça marcherait plus. Et dans l'ouvrage, c'est vraiment des courts chapitres. Oui. J'avais bien aimé, moi, la trilogie d'Éric Plamondon. Sur Tarzan, Johnny Weissmuller, sur Richard Brodigan, puis Steve Jobs. Ouais, Pommes, Mayonnaise, puis le premier Hongrie, Hollywood Express. J'avais lu ça, et puis je dis pas que c'est un pastiche de ce que lui a fait, ça a pris une autre direction à un moment donné, mais à l'origine, l'idée de courts chapitres qui ne sont pas nécessairement tout le temps évidemment liés les uns aux autres, mais qui finissent par se recouper. Ça me plaît beaucoup. J'ai des amis qui sont pas des lecteurs assidus, mais loin de là, et ils ont aimé mon livre. Ils ont même, je leur ai offert en cadeau 1 ou 2 livres de Plamondon, et ils ont beaucoup aimé. Je sens que puis l'idée de construire un livre comme en mosaïque me plaît pas mal. On fonctionne beaucoup comme ça à notre époque avec l'informatique, des fichiers, des dossiers, et le classement, les listes de lecture, iTunes, ces trucs-là. Puis je dis pas que j'ai voulu faire une liste de lecture avec mon livre, mais l'idée de
d'amalgamer des chapitres qui peuvent ne pas avoir de sens au début pour en trouver ultimement me plaît énormément. Puis c'est ce qu'on me dit, là, les gens aiment beaucoup la forme. Mais ça se lit vraiment facilement. C'est ça, c'est rare les gens qui m'ont pas dit qu'ils l'avaient pas lu d'une traite, ou je leur dis à l'endroit. Tout le monde me dit la plupart des gens me disent qu'ils lisent d'un coup, d'une traite. Mais c'est un court ouvrage. Qui savent pas s'arrêter. Oui, ça prend quelques heures de lecture, pas plus. 163 pages, si ma mémoire est bonne. Oui, à peu près. Et tantôt, on parlait de tuerie, et dans l'ouvrage, tu parles aussi de l'ouvrage Rage de Stephen King, qui aurait peut-être influencé les gens qui ont fait des tueries. Ben, c'est ce que dit la documentation. Il y a plusieurs, là, je sais plus combien, mais je les rapporte, je crois, de manière exhaustive, à ce qu'on sache. Il y en a au moins une dizaine des gamins, là, des adolescents du secondaire qui ont lu le livre, le laissaient dans leur casier à l'école et à un moment donné, disjonctaient et allaient flinguer leurs camarades de classe, les profs, oui, se prenant pour le personnage principal du livre, finalement, ils incarnaient à un point où Stephen King, qui est pourtant pas un enfant de cœur, a lui-même choisi de retirer le livre de la circulation commerciale. Il avait l'impression d'avoir créé un monstre. Comme Kubrick en 72, je pense, avec Orange Mécanique, c'est lui-même qui a choisi de se censurer. Il s'est auto-censuré d'une certaine façon en retirant le film de la distribution en Angleterre. Il avait créé des émules, des gamins qui se mettaient à battre gratuitement. Mais oui. Alors, quand on me demande si la télévision ou les médias influencent les jeunes, j'ai bien du mal à la jouer babacool puis dire non, faut pas s'en faire avec ça. Ma petite fille, quand elle voit un spectacle de cirque, aussitôt qu'elle sort de la salle, elle se met à faire des roulades puis à faire toutes sortes de contorsions. Donc, ça peut marcher positivement, tant mieux. Là, on est inspiré par des grandes œuvres, mais je pense que le triste théâtre de l'horreur peut aussi inspirer. Puis c'est un peu ce qu'on voit avec le roman Rage de Stephen King. Oui, on voit pas toujours l'impact que ça peut avoir sur les gens. Mais je crois pas qu'on doive les censurer nécessairement pour autant. Mais chez certaines têtes fêlées, têtes brûlées, oui, ça peut avoir un impact, mais là... Faut pas arrêter de créer non plus. Faut pas arrêter de créer non plus pour ces gens-là. Non. Si tu me permets, Simon, on s'arrête et au retour, on continue de parler de Ma vie rouge Kubrick. Merci beaucoup, Amélie.